Merci pour l'invitation. Merci Sophie pour le soutien depuis longtemps. C'est un exemple c'est un partenariat qui dure dans le temps, il y en a toujours côte à côte. Et déjà, merci à vous aussi, parce que quand on cherche un monde plus juste, plus égal, avec un avenir devant nous, on a besoin de solidarité, on a besoin des gens comme vous qui sont intéressés à partager pour avoir un monde plus juste et plus, comment aussi objectif d'avoir un monde plus en paix aussi. Bon, Godeletra, c'est le nom de l'association. Godeletra, c'est un jeu de mots, c'est le sport pour l'éducation. Moi, j'ai beaucoup appris sur l'éducation après commencer le projet, démarrer le projet. Et moi, je suis un ex-footballeur de haut niveau. J'ai joué pendant presque 18 ans comme pro à São Paulo. À l'équipe nationale du Brésil, j'étais champion du monde 94. À Paris, je suis venu à Paris pour jouer 5 ans pour le Paris Saint-Germain. C'est ça, c'est le lien avec la France qui n'est plus lâché depuis. Donc il y a eu une belle expérience ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Les 5 ans, on a eu une belle aventure ici, une équipe qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, marqué l'histoire de foot français aussi, des années 90. Après, j'ai rentré au Brésil en 98, joué encore 2 ans et j'arrête en 2000. Et là, j'ai pris l'exemple bien sûr de mon père qui sort d'une ville nord-est au Brésil très très pauvre. Il a dû quitter l'école à 13 ans. Et nous, on ne sait pas pourquoi, c'était quelqu'un qui était autodidacte. Donc tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'était par la connaissance, par l'éducation, par la lecture, des gens qui l'aidaient. Et qui est devenu un exemple, lui, j'ai juste une phrase pour raconter un peu quels sont ces personnages. Lui, il y a 55 ans, après il part du rien, d'un milieu défavorisé, complètement pourri. Et lui, après 55 ans, 6 garçons, 6 enfants ensemble, il va à l'université, c'est la seule chose qu'il n'avait pas, la seule regret qu'il avait, c'était de ne pas avoir de diplôme. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin d'avoir des diplômes pour passer dans des concours qu'il a fait dans sa carrière. Donc après 55 ans, 6 enfants, et il est à l'université, il a fait le droit, sciences comptables, économie, 3 universités. Après, donc il travaillait la journée et le soir il allait dans l'université. Donc c'est ça cet exemple des formations continues, de valoriser la connaissance pour la transformation, pour avoir une vie et donner de meilleures conditions à ses enfants. Donc et nous, on a grandi là-dessus. Avec mes enfants, j'ai pu avoir une belle carrière. Je suis venu en France avec j'ai toujours cité cet exemple parce que j'avais 2 filles et une fille, une femme de ménage qui est venue avec nous, une brésilienne, qui ont l'aidé. Elle avait une petite fille aussi et qui avait un peu l'âge de la fille plus petite. Et je dis que pour moi, j'ai appris le synonyme de justice sociale quand c'était ici en France. On sait qu'il y en a plein de problèmes en France, mais par rapport au Brésil, c'est moins grave. Donc, et ici en France, ma fille, donc moi j'avais un salaire beaucoup plus important qui est la fille qui travaillait chez moi, et la fille de ma fille avait les mêmes écoles et les mêmes médecins. Pour moi, c'est devenu, pour que le Brésil, c'est une utopie au Brésil. Donc pour moi, c'est devenu la synonyme de justice sociale. Donc, on voit les mêmes opportunités. Après, les ambitions, les capacités, aussi chacun a sa individualité. Donc, je rentre au Brésil et je voulais déjà avoir participé de ce mouvement d'un Brésil plus juste. Le Brésil, c'est un pays riche, plein de choses, de belles choses, de potentiel, mais c'est le pays un des plus injustes au monde. Donc je voulais participer de ce changement. On venait d'une redémocratisation après 20 ans de dictature. Et donc je commence avec l'association, mais je voulais que quelque chose soit sur le terrain. Donc je commence à visiter plusieurs projets qui existaient dans le pays. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et on a mis en place, le sport, je voulais dire, rentrant dans le sujet déjà des Godeletra, je crois que le sport, on a vu dans le film,
quand on parle des Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, c'est le bout d'un iceberg de tout ce que le sport peut faire pour la société. On a déjà entendu, tout ce qu'on est, c'est que Mandela a dit sur le sport a le pouvoir de changer le monde. Et c'est vrai, je crois que le film, ceux qui n'ont pas vu encore, je recommande de le voir, le film de David, le sport des solutions, on était un des choisis parmi quelques projets dans le monde, choisis pour être dedans. Et donc, il y a la mobilisation, qui est le sport élite, donc il peut mobiliser tout ce qui est l'impact qu'il y a eu sur la société française, sur le monde, les Jeux olympiques. Et donc, il y a cette mobilisation, mais c'est juste une partie que le sport peut faire pour la transformation sociale. Et nous, depuis le départ, on a appris le sport, on appelle l'éducation intégrale. Donc, en plus de tout ce que Sophie a dit à propos du sport, qui peut apporter à la formation, le développement humain, le développement aussi d'une communauté, d'une société, il y a aussi ce côté transversal. C'est ça qu'on était. Quand on me demande, moi, quelle est la différence des Baudelaire, c'est qu'on prend le sport, comme Béatrice a dit dans le film, on prend le sport d'une façon transversale. Le sport en soi, c'est déjà quelque chose de très très riche qu'on peut exploiter, mais surtout avec une bonne méthodologie, avec des bons éducateurs. Donc il faut investir, c'est pas le sport et que je n'ai donné un ballon au rugby, au foot, et on laisse jouer et ça va se faire tout seul. Non, c'est une pédagogie, c'est une méthodologie qu'il faut faire pour profiter de tout ce que le sport peut apporter. Et en plus du sport en soi, il y a le côté transversal du sport. Le sport, c'est la santé. Donc, dans la santé, tu peux travailler le sport, mais à travailler toutes les valeurs de la santé. Le sport, c'est l'éducation. Ça, on a déjà parlé un peu. Le sport, c'est le rassemblement, de mettre les gens ensemble pour penser quels sont... Quand on fait des événements, nous, on existe depuis 25 ans, 26 déjà, mais 25 ans qu'on va fêter cette année. Mais quand on fait des événements, on est dans des quartiers depuis 25 ans, on mobilise, il y a un pouvoir de mobilisation du quartier qui se mettent ensemble autour de quelque chose qui a du plaisir dans l'activité, mais qui, une fois là-bas, on commence à discuter quels sont les problèmes. Et quand je parle transversal aussi, c'est un côté de développer aussi l'esprit critique des gens. C'est pas seulement pour s'amuser, pour avoir le plaisir, pour le côté ludique du sport, mais profiter du sport aussi pour voir pourquoi on est dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y changer? Je cite toujours un exemple. C'était moins de 2 ans. On a commencé le travail à São Paulo, dans le pôle de São Paulo. Après, on est dans un centre aussi à Rio. Et on commence, et tous les parents disent « Oh, c'est Dieu qui a envoyé Ray ici. » C'était moi, Ray Leonardo, c'était l'autre fondateur. C'est Dieu qui a envoyé, merci, c'est le ciel. 2 ans après, avec des activités éducatives bien menées, avec des éducateurs, mais aussi les assistantes sociales, les psychologues, les nouvelles générations disaient non, c'est pas Dieu, c'est pas tout ce qu'on a ici, c'est notre droit. On doit avoir ces droits-là. Il faut qu'on aille chercher ça. Donc on travaille ça à travers de ce début du sport, mais après, il y a toute une chose qui est beaucoup plus profonde. Je vais résumer un peu Baudelaire. Donc on a commencé avec des projets pour les enfants plus petits, c'était la cible, mais on voulait aussi, et c'est ça la grosse différence, mobiliser les familles et les acteurs du quartier. C'est un projet d'éducation des quartiers, qu'on appelle, l'éducation communautaire. Parce que quand on travaille l'enfant ou un jeune, il faut voir la famille, la réalité, il faut voir des assistantes sociales, des psychologues qui accompagnent la famille, qui voient, il y a l'église, il y a l'école. Aujourd'hui, on travaille non seulement dans nos centres, mais dans la plupart, dans les écoles, en partenariat avec les écoles publiques pour améliorer la qualité aussi de l'école publique. C'est le plus gros problème au Brésil. Donc on commence aujourd'hui, on a commencé avec 6 ans. Aujourd'hui, on commence à partir de 3 ans. Et on a 2 tranches d'âge pour résumer. Des 4 ans jusqu'à 14 ans, 15 ans. C'est l'éducation plus en général. Normalement, dans les quartiers difficiles au Brésil, c'est la demi-journée, l'école. Donc, l'autre demi-journée, on les prend et on a des activités artistiques. Quand on parle transversal aussi, c'est d'associer le sport à le théâtre, à la musique, à la danse, au cirque, pourquoi pas, à la littérature aussi.
Donc, on a des thèmes transversales qui travaillent dans l'activité artistique, l'activité de lecture, écriture et les activités sportives en soi. Donc, je crois que c'est deux piliers de notre succès, on peut dire. C'est d'avoir la participation de la communauté, de la famille, tout ça, et aussi d'associer le sport, non seulement avec l'activité sportive, qui est déjà très riche, mais associé à une pédagogie qui est à la lecture, l'école, comme ils sont à l'école, et aussi les activités artistiques, comme je dirais, théâtre, musique, danse. Ça sort aussi parce que nous, on veut donner tout ça à nos enfants. Tout le monde essaie de donner apprentissage d'un instrument, d'une activité artistique pour nos enfants. Et ça c'est ça l'idée d'Ego de Lettres, c'est pour pouvoir offrir ça à tout le monde. Donc c'est ça, cette partie va jusqu'à 14-15 ans. Et à partir des 15 ans, donc l'enfant il peut passer 7 ans chez nous. Et après, à partir de là, on a un projet d'essayer de montrer pour monter un projet de vie. Et ça veut dire, là, on a une formation vers l'emploi. Donc, à partir des 15 ans, il y a pas mal d'enfants qui sont intéressés pour le sport, mais qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. Bon, c'est 1% des gens qui sont talentueux. Et après, on amène, c'est pas notre boulot. Si jamais il y a quelqu'un qui a du talent, nous, on nous amène dans un club. Et là, c'est le travail du club, des travailleurs CNU, c'est le côté social, développement humain et social. Donc, à partir de là, on a des enfants qui aiment le foot, mais qui aiment le sport en général, c'est pas que le foot, on a toutes les histoires, qui aiment le sport en général, mais qui ne sont pas doués pour devenir pro, mais on a une formation vers des éducateurs sportifs, qui après, la plupart sont, après, ils font l'université d'éducation physique. Ici, ils n'ont pas. Donc, comme ils ont eu accès à l'art, il y a autant des gens qui sont dans le sport. Ils sont après aussi ils ont utilisé le sport pour sa formation, mais après, ils sont devenus des artistes, des communicateurs. Il y a des gens, des entrepreneurs aujourd'hui qui ont une agence de communication qui sont sortis d'Ego de Lettres. On a des formations professionnelles, donc boulangerie, pâtisserie. Donc, on donne toutes les possibilités. Et souvent, en utilisant notre réseau des partenariats. Donc, on utilise le même réseau des partenariats pour essayer d'amener les enfants à avoir aussi un travail derrière, une vie professionnelle qui soit digne. Et la plupart, il y a un impact économique aussi, parce qu'eux, avec cette formation, ils ont un revenu plus important que leurs parents. Donc, il y a un impact aussi économique. Bon, c'est un peu ça. Je voulais juste renforcer. Ouais, qu'est-ce que c'est? Bon, pourquoi Ego de Lettres, de ces 25 ans, il s'est été reconnu par l'UNESCO, par l'UNICEF. On a 30 000 enfants jeunes qui sont passés dans nos centres. Donc aujourd'hui, on réussit. Il y en a un qui vient de finir le master à Art Déco, ici en France. Vous pouvez avoir une idée d'un exemple de réussite. Qui ne sait pas dans le sport. Il y a plein d'éducateurs sportifs aussi. Mais après les 15 ans, on est aujourd'hui 25 ans, 15 ans, on a dit comment on peut essayer de toucher beaucoup plus de monde sans mettre en risque la côté finance du projet. Donc on a construit un projet de essaimage de notre méthodologie. Donc tous les projets qui ont bien marché chez nous, tous les programmes qui ont bien marché chez nous, on fait l'essaimage de méthodologie. Plein des partenaires d'Ego de Lettres disent nous on a un site au nord-est du Brésil, nous on a en Afrique, on a dans d'autres pays aussi. On veut qu'il y ait une Ego de Lettres à côté. Et disent bon, nous on ne peut pas, on n'a pas les moyens. C'est déjà, on a une centaine de collaborateurs déjà. C'est dans la banlieue de Rio. Et il y a 5000 enfants jeunes qui viennent tous les jours dans nos centres. Et donc, on n'a plus les moyens pour avoir d'autres centres. Mais on a aujourd'hui une structure qui pourrait aller dans n'importe quel lieu, au Brésil surtout, on commence à faire en Afrique, détecter une association locale, développer, former les éducateurs pour faire la même chose qu'on fait à São Paulo et à Rio. Et aujourd'hui, on a fait ce processus
Ça dure 2-3 ans. Donc on détecte, on forme les éducateurs. On va, bien sûr, on étudie le contexte local pour voir comment on peut adapter notre méthodologie dans ces contextes. Et après, au bout des 3 ans, ils continuent d'une façon autonome avec notre méthodologie, mais pas notre responsabilité. Donc on forme des gens pour faire la même chose qu'on fait à São Paulo et Rio, donc 15 autres régions. Donc indirectement, c'est des centaines, des milliers de jeunes, des enfants, et bien sûr des quartiers, des communautés qu'on touche partout dans le Brésil. Donc on est très fiers. Donc je crois que c'est pour finaliser et après pouvoir, peut-être si on veut échanger, oui, on voit ce point-là. Nous, notre méthodologie, qu'est-ce que c'est le secret des méthodologies Godretra? C'est pas secret, mais on prend au sérieux ces côtés transversal du sport qui peut toucher n'importe quel public, déjà, qui est doué, moins doué, ou c'est complexé, d'autres. Donc, inclusion totale, radicale. Et aussi de ces côtés transversal de dialoguer avec d'autres langages et aussi avec la communauté. Donc on dit souvent que c'est l'éducation avec l'assistance au Brésil. Je ne sais pas si c'est la même chose ici qu'on rappelle, mais c'est l'éducation, la même importance sur l'éducation et l'assistance sociale, le suivi des familles, de l'école, de tout ce qui fait en dehors de nos centres. C'est ça qui fait la grosse différence chez nous. Et en suivant l'exemple de mon père, moi j'ai suivi plusieurs formations. Ma première c'était histoire. Après ma carrière, j'ai fait la philosophie, un peu des mythologies. J'adore la science humaine. Et là, je viens de finir, mon père il n'est plus là, mais il a 30 ans, je viens de finir 2 ans à Sciences Po, les sciences politiques, parce que mon rêve c'est de prendre cette expérience de l'école et de penser à l'échelle d'une ville et créer une ville modèle de justice sociale que j'ai beaucoup appris ici en France pour tout le Brésil. Merci beaucoup. La question, merci beaucoup Ray. La question, c'est comment est-ce que nous, de France, on peut aider Goldelletra? Quelles sont les perspectives pour toi? Bon, déjà, la France est toujours présente, parce qu'il y a déjà quand j'ai commencé à penser Goldelletra, tout ça, je vivais ici, donc il y a eu une influence. Et quand j'arrive au Brésil, on démarre après ma carrière, j'ai commencé à recevoir des lettres, à l'époque c'était des lettres, parfois des chèques, des supporters bien sûr, mais des fans ou des amis, mais des gens aussi sensibles le côté social, qui m'ont suivi au Brésil, ceux qui ont démarré, donc ils ont envoyé. Donc 1 ou 2 ans après, on a monté une association qui s'appelle Goldelletra France, la responsable c'est Anne qui va rester ici, après Anne, tu peux rêver. Anne qui est Oui, parce que Ray sera obligé de partir à 19h30, donc si vous avez des questions à lui poser après quand on aura fini, Anne sera là pour répondre à vos questions. Et David, c'est un spécialiste aussi des Goldelletra déjà, il peut répondre. Et donc on a monté une association ici pour faciliter cette aide. Et maintenant, je crois qu'après 20 ans, avec le projet des SEMAG, on a un projet aussi depuis 20 ans d'échange des jeunes, avec une association qui, je crois... Avec Sport dans la ville, en fait, il y a des échanges. On fait depuis 20 ans. On a déjà fait avec d'autres, Manchester City, le club, on a fait en Angleterre, en Belgique, mais depuis 20 ans, c'est avec la France, c'est avec Sport dans la ville, on fait un échange des jeunes. Donc il y a un groupe de jeunes français et brésiliens qui viennent en France, qui passent 1 mois tous les ans, des différentes jeunes, et que c'est une expérience qui est une transformation incroyable, ça ouvre l'esprit d'une façon incroyable, ça change leur vie. Et on accueille aussi tous les ans des jeunes Français qui viennent dans nos centres, qui voient une autre réalité aussi, connaître le Brésil, avoir cet échange de méthodologie aussi, qui est un super résultat. Et donc aujourd'hui, pour les partenaires, on est très reconnaissant de tous les partenaires français, personnes physiques ou juridiques qui nous ont aidés à arriver à ce point-là. Et aujourd'hui, avec les SEMAG, on commence à faire à Guinée-Bissau, par exemple,
J'ai connu aussi tout à l'heure un couple ou une famille qui a un travail au nord-est de Brésil. Ah ouais, il est là, qui a déjà un travail au nord-est de Brésil, donc je sais qu'il y a pas mal, euh, quelques familles qui peuvent avoir un lien avec le Brésil. Mais au-delà de ça, nous, on a besoin des partenariats pour partager après. Donc, on veut avoir un groupe de partenaires solides pour qu'on puisse avoir de plus en plus des résultats, pour pouvoir partager cette méthodologie, d'essaimer non seulement au Brésil, mais aussi en dehors du Brésil, peut-être, pourquoi pas, un jour en France même, ou d'autres pays liés à la France, sur la Guyane française, qui est juste à côté. Donc, aujourd'hui, avec Nine pouvoir, il y a cette antenne qui s'appelle Go de Lettres France, il y a un site, c'est facile, c'est juste rentrer en contact, et tous qui veulent venir au Brésil visiter nos centres sont les bienvenus. Et par rapport justement au projet de la ville, ton projet à venir, est-ce que tu as des jalons un peu temporels ou à ton avis ça va se passer comment? Aujourd'hui, il y a deux grands projets, un lié directement à Godeletra, un autre qui c'est la conséquence de Godeletra, mais pas encore lié à 100%. Donc c'est un nouveau projet, c'est une école, c'est avec un partenaire français, une école on vient de construire, une école qui commence à fonctionner des boulangeries, pâtisseries, chocolateries, et on va faire aussi de la formation digitale, on va faire plein de choses dans cette sens. C'est une nouvelle maison, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de sujets, on le fait aussi. Et la ville, je vais choisir une ville de 10-15 000 habitants pour utiliser cette expérience et tout ce que j'ai construit pendant 2 ans à Sciences Po, avec des études des cas dans plusieurs différentes régions du monde. Et donc, je veux implanter au Brésil, donc ceux qui s'intéressent aussi, pour construire un projet d'une ville modèle où il n'y a pas de social, où les activités de sport et d'éducation artistique peuvent devenir le pilier de développement, non seulement humain, mais social et économique aussi d'une ville. J'y crois à fond ça. Aujourd'hui, le digital, c'est quelque chose qui va voler, mais les activités qui rassemblent les gens, qui nous tiennent à côté des valeurs humaines de plus en plus proches, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher. Aujourd'hui, au Brésil, par exemple, en fait, les théâtres ils sont pleins. Je ne sais pas si ça arrive la même chose ici en France, mais les théâtres, parce que les gens ont envie de après la pandémie, après tout l'univers digital, bien sûr, c'est quelque chose qui n'y a pas de retour, mais en même temps, si on ne garde pas ces valeurs humaines, si on ne garde pas le rassemblement pour penser on peut avoir une vie meilleure, donc c'est ça le rêve de cette vie que j'appelle l'udicité, un peu une utopie, mais Godretra a commencé une utopie aussi, il est devenu une réalité. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être joints aussi nombreux pour notre soirée de rentrée. J'ai le plaisir d'avoir rejoint un esprit de famille il y a 1 an avec Ahadi Foundation, qui est un fonds de dotation que j'ai créé il y a 1 an, qui travaille sur l'évolution, la transformation des perceptions sociales du handicap, particulièrement, comme Véronique l'a dit, avec un focus sur le développement du leadership socio-économique des femmes handicapées à travers le monde. Il est alarmant de constater qu'en 2017, il y avait seulement 2,3% des femmes handicapées à occuper des postes de législateurs, de cadres supérieurs et de gestionnaires dans 19 pays. À travers le leadership, on entend transformer l'émancipation sociale, économique et politique en faisant des vulnérabilités une richesse par l'incapacitation. J'ai l'honneur de modérer cette table ronde avec mes chers invités, parce que le sport nous montre très concrètement ce que les individus sont capables de faire lorsque les barrières sont levées. Merci à tous les trois pour vos engagements. Merci pour votre présence précieuse. On va lancer le film, pour commencer, le film de Michael, We Are People, avant la première question.
Peut-être en attendant que le film soit lancé, j'ai envie de démarrer avec Michael. On a beaucoup parlé, on a beaucoup vu, on a beaucoup entendu tout ce que tu as fait autour des Jeux paralympiques. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une anecdote, un souvenir à partager avec nous ou quelque chose que tu retiens et que tu aimerais que nous retenions? J'en ai plein. Bonsoir à toutes et à tous. On en sort à peine. On a encore essayé de prolonger la fête avec ces décorations de tous les athlètes médaillés olympiques et paralympiques au pied de l'Arc de Triomphe. C'était un moment assez magique. Il y avait 70 000 personnes, encore des millions de téléspectateurs. Comme quoi, on n'a pas envie d'arrêter cette fête. On en parle depuis tout à l'heure, l'impact du sport. Le sport, c'est bien plus qu'un outil de divertissement là pendant l'été ou le samedi soir sur Canal+. Enfin, à l'époque, on regardait Rail, à l'époque du PSG, c'est comme ça que je t'ai connu. Avant qu'on se retrouve à la Favela Chic, ça t'en a pas parlé. Et pour le coup, moi, j'y crois plus que jamais que le sport, c'est bien plus que ça. C'est un des outils politiques et sociaux les plus puissants. We Are People, bon, vous avez plus de temps que pour David, parce que toi, il est sur Eurosport encore une semaine, nous, il est sur plateforme de Canal encore quelques temps, donc vous pourrez le voir plus tard. Mais en fait, parmi toutes mes activités, je suis producteur, et c'est un film qui raconte comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde. Donc on est bien au-delà du sport de niche, qui est le sport de haut niveau. Et c'est ça, en fait, qu'on a vécu pendant ces Jeux, c'est que c'est un outil extrêmement fort, rassembleur. On n'a jamais autant été envie d'être ensemble, aussi heureux, et vous nous avez pas facilité la tâche, parce que jusqu'au 8 mai 2024, globalement, les Jeux, c'était uniquement quelque chose qui allait être très coûteux, qui allait vous empêcher de vous déplacer. En gros, personne n'en voulait. Puis il y a eu à Marseille l'arrivée de la flamme, portée par Florent Manoudou, puis Nantna Keita, puis Joule. Ça fait bien faire plaisir aux jeunes. Et là, il n'y avait pas 40 000 personnes. Sur le port de Marseille, il y avait 250 000 personnes et des records d'audience. Et depuis ce jour-là, tout le monde a voulu en être. Et on a eu de cesse de rêver ensemble, de vivre des émotions, parce que le sport, c'est ça, avant tout. C'est un créateur d'émotions. Le sport olympique comme paralympique, et d'ailleurs vous l'avez découvert pour la plupart d'entre vous, que le sport paralympique pouvait au moins apporter autant. Et donc ça a été assez magique. Mais donc moi les souvenirs c'est ça, c'est d'avoir un club France aux Jeux paralympiques où on avait mis à disposition 150 000 places, il y a eu 230 000 places qui ont été écoulées. Le dernier soir il y avait 17 000 personnes, on a explosé la jauge juste pour pouvoir les approcher, ces athlètes paralympiques qui encore hier étaient dans l'ombre. Donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis que vous le vouliez ou non, alors indépendamment de moi, de ma petite personne depuis Roland-Garros, mais vous avez vu des dizaines et des dizaines de personnes handicapées dans les médias. Il est encore trop rare pour voir des personnes handicapées. Tu parlais de 2,3% de femmes leaders en situation de handicap dans le monde. Aujourd'hui, il y a moins de 1% des sujets qui traitent du handicap à la télé. Moins de 1% des sujets généraux parlent de handicap ou montrent des personnes en situation de handicap. Donc il y a un travail considérable à faire. C'est la raison de l'engagement que moi j'ai depuis très longtemps, mais qu'on doit transformer maintenant parce qu'en fait, ce qui vient de se passer là, c'est magique, mais ce sera magique uniquement s'il en reste quelque chose, et c'était l'enjeu, moi, de mon engagement il y a 9 ans, c'est l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, comment le sport transforme la société. On n'a pas souvent l'occasion d'organiser des Jeux chez nous, c'est un accélérateur, on le sait, c'est un putain d'accélérateur pour justement à un moment prendre conscience, pour faire voter des lois, les appliquer, puisqu'il y en a qui existent depuis longtemps, et mobiliser la société dans son ensemble, pas uniquement attendre du législateur, mais évidemment le secteur public, le secteur privé, chaque individu, vous, nous, et c'est ce qui se passe depuis pas mal de temps. Merci beaucoup. On va rentrer dans les détails de Vas-y. dans un second temps. Est-ce que le film est prêt? Non. Il va pas tarder. Ok, dans ce cas, j'enchaîne avec la deuxième question. Mais je t'en prie. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, pourquoi tu as choisi de t'engager pour l'intérêt général? C'est une histoire de famille. Ça tombe bien. En fait, moi, je suis issu d'une famille politisée. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que je suis tout gamin, avec mon grand frère qui est ici présent, je te demande de te lever après. Attends. Parce que faire comme Rai, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, dans une famille, un père médecin, une mère prof d'espagnol, on a eu la parole très très tôt, la liberté de s'exprimer, de défendre des opinions, une famille assez soucieuse de l'égalité, de la justice, de la redistribution, et donc on a été élevé là-dedans. J'ai un grand frère qui m'a embarqué après mon accident, qui était altermondialiste, puis qui est devenu un des plus grands et premiers entrepreneurs sociaux. Donc moi j'ai vécu un peu avec ça, et ça m'a plu, sauf que je suis devenu sportif de haut niveau. Et quand vous êtes sportif de haut niveau et qui plus est joueur de tennis,
l'autre n'est pas vraiment votre premier sujet. D'abord, c'est vous. Et tout est organisé autour de vous pour que vous soyez le plus performant possible. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que j'apportais pas grand-chose à l'humanité. Alors très humblement, mais à part inspirer peut-être quelques gamins qui me voyaient jouer au tennis par-ci par-là, j'étais pas très utile socialement, comme le rappelait Rai. Et donc, à ce moment-là, fruit de réflexion, chacun de notre côté, puis des combats et notre parcours d'entrepreneur, la rencontre entre ma femme et mon frère, alors pas ce genre de rencontre, mais la rencontre professionnelle entre ma femme et mon grand frère, a débouché sur cette très bonne idée de se dire que ce qu'on avait vécu après mon accident était finalement un exemple de comment on pouvait rebondir et qu'on allait le mettre au service des autres. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé l'association Comme les autres avec mon grand frère Jonathan. Là, tu peux te lever. Voilà. On peut même t'applaudir. Voilà. Et j'en profite même pour demander à Noémie Elkaoui, notre directrice, voilà, de l'association, de se lever aussi. Et donc on s'est dit, en fait, ce que moi j'ai vécu, il faut le mettre au service des autres. C'est-à-dire qu'en gros, moi je me suis reconstruit grâce à plusieurs choses. Évidemment, l'entourage familial, l'amour des miens et leur capacité à m'accompagner et à m'aider à passer ces moments compliqués. Le sport a été un outil fondamental. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si tu as Sophie, mais d'autonomisation de l'individu. C'est un outil incontournable quand tu es notamment en situation de handicap pour retrouver ton autonomie, reprendre confiance en soi, recréer du lien social. Et puis ensuite, donc le sport, la famille, l'humour. L'humour qui pour moi reste un sujet essentiel, notamment l'autodérision pour être capable d'accepter l'inacceptable. Après, il paraît qu'il y a une petite partie un peu personnelle qui pour certaines tombe un peu du ciel. Des fois, c'est aussi notre parcours de construction, de pas de reconstruction. Mais voilà, donc grâce à tout ça, moi, on a eu en tout cas cette fierté de créer cette association qui aujourd'hui, depuis 13 ans, propose un accompagnement social dynamisé par le sport. C'est ça dont on parle, pour aider des personnes victimes d'accidents de la vie dans leur parcours de reconstruction. Des hommes et des femmes qui se retrouvent en fauteuil roulant après un accident, quel qu'il soit, et aussi des personnes traumatisées, donc de la moelle épinière et des grands amputés. La réalité, c'est que, comme tu le sais, on est la minorité la plus discriminée. Et donc, aujourd'hui, nous, notre sujet, c'est de se dire comment on permet à des personnes handicapées de réaccéder au droit. Le droit, c'est un passage obligé si on veut espérer retrouver une vie sociale épanouie, et pourquoi pas, parce que j'imagine que c'est ce qui vous anime, accéder au bonheur, quoi. En tout cas, ou réaccéder au bonheur. Moi, c'est la seule chose qui m'anime. Et donc, on a créé cette aventure-là, qui aujourd'hui s'est énormément développée. Et pour répondre à ta question, parce que tu me connais, j'aime bien digresser, mais je retombe toujours sur mes pattes, c'est que quand vous êtes sportif de haut niveau, et qui plus est dans le monde dans lequel on vit, vous avez une tribune supplémentaire. Et quand vous prenez conscience, que ce soit par vos engagements, votre parcours, votre éducation, que vous êtes un privilégié, et pas uniquement au sein de la minorité à laquelle vous appartenez, vous avez une sorte de devoir, en tout cas, de faire quelque chose pour les autres. Nous, ça a été ça. D'autres, c'est lié à leur parcours de vie, à leurs accidents de vie aussi. Et donc aujourd'hui, comme les autres, c'est plus de 1200 personnes accompagnées. C'est un accompagnement social qui dure entre 12 et 18 mois. C'est une quarantaine de collaborateurs dans tout le pays. Donc voilà, c'est une structure qui aujourd'hui change des vies. Le sport change les vies. Nous, on change et on sauve même la vie de ces milliers de personnes. J'aimerais terminer par la question de l'impact. Est-ce que tu veux bien nous parler de l'impact des actions de Comme les autres? Je l'enchaînais sur celle-là, mais l'impact de Comme les autres, il est très simple. Comme je viens de dire, on a 2 fois plus de chances d'être au chômage, on n'a pas accès à la santé, au logement, à l'emploi évidemment, à la culture, au loisir, au sport, à la vie affective, de la même manière que si on était valide. Moi, j'ai été un citoyen de plein droit jusqu'au 6 février 2000. À partir du 7 février 2000, quand j'ai eu un accident de ski, je ne suis plus un citoyen de plein droit. Je deviens un citoyen de seconde zone. Et donc aujourd'hui, notre sujet, il est assez simple. Et je me répète, mais c'est que nous soyons des citoyens de plein droit. Et pour ça, on a créé un certain nombre d'outils. Des outils avec l'association Comme les autres qu'on a créé il y a un peu plus de 13 ans, inspiré de mon parcours de vie, mais que finalement tout le monde connaît, qui est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, de donner justement cette boîte à outils qui permettra ensuite d'être autonome, d'être indépendant et de faire valoir ses droits. On ne demande pas beaucoup plus que les autres, on demande exactement la même chose, que demain on puisse se loger quelque part, qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre pour pouvoir aller avoir un travail, pour apporter notre contribution à un effort collectif, parce que le travail est un sujet essentiel. C'est pour ça qu'il y a quelques années, notamment en partenariat avec le gouvernement, on a été lauréat du contrat Impact, où l'idée c'était d'accompagner, vous le savez très bien, les associations existent pour pallier à un état-providence qui ne l'est plus depuis très longtemps, et donc pour accompagner justement des personnes handicapées dans leur retour ou l'accès à l'emploi. Et donc on s'est efforcé depuis plusieurs années à travailler là-dessus, et la réalité c'est qu'aujourd'hui ça fonctionne. On en est un bon exemple, comme d'autres, mais on est un bon exemple de cette capacité-là, en mobilisant finalement tout un écosystème pour le faire. C'est qu'une question en fait de moyens et de travail en collectivité. Sauf qu'il y a un prix à payer pour ça, c'est que ce partenariat-là qui nous a permis évidemment de mettre en place toutes ces actions, de doubler notre effectif, donc d'avoir des ressources humaines qui ont doublé ces 2 dernières années,
qui fait qu'on arrive un peu en bout de course. C'est-à-dire qu'enfin, à fin 2025, courant 2025, ce contrat impact se termine, mais il faut à l'État entre 2 et 3 ans pour mesurer justement l'impact de ce travail-là, même si pourtant il y a des points d'étape. Et pendant ces 2 à 3 ans, en fait, il n'y a plus de soutien. Ce contrat impact s'arrête. Et on parle d'1 500 000 € par an. C'est de ça dont on parle. Et donc aujourd'hui, moi je reprends ma casquette, et même si je ne l'ai jamais quittée, mais de pèlerin, et notamment d'aller chercher auprès du grand public, mais aussi du secteur privé notamment, le moyen de continuer à développer nos actions en attendant que l'État, parce qu'on sait que ce sera le cas, nous dise finalement ça fonctionne, on en est très fiers, et donc on va évidemment continuer à soutenir le développement de votre association et de ses activités. Et donc aujourd'hui, pour continuer nous à impacter la vie d'individus, on parle vraiment de ça, on parle pas uniquement de rendre leur quotidien un peu plus sympa, on parle de sauver des vies. Et les meilleurs pour en parler, ce sont les personnes concernées, ce sont nos 1200 et quelques bénéficiaires. C'est justement de voir grâce à ces outils-là que tout ce que la société nous a dit en sortant du centre d'éducation, que ça c'est terminé, ça vous ne pourrez plus le faire, que ça ce sera fait avec quelques contraintes, maintenant en fait vous pouvez être acteur, maintenant vous pouvez décider de la vie que vous allez pouvoir entreprendre. Le droit au bonheur, c'est un droit qu'on devrait tous avoir, qui ne devrait pas être conditionné par notre genre, par nos origines, par nos capacités ou incapacités. Et donc nous on contribue à ça. Donc l'impact il est peut-être très prétentieux, mais comme les autres, elle change littéralement et sauve même des vies. Merci beaucoup, Michael. On va lancer la séquence. Merci. On passe par YouTube, hein, on va avoir un peu de... Un procès, vous allez avoir. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes sont en situation de handicap, soit 15% de la population mondiale. For a long time, people haven't understood that people with disabilities are the same people inside, whatever their disability. They're people. C'est aussi un acte militant de faire ça d'une façon dont on voulait m'interdire de le faire. Le seul moyen de faire changer les choses, c'est de montrer qu'on est là. Merci beaucoup, Michael. Comme il l'a dit, le film est toujours disponible sur la plateforme, donc vous pouvez aller le voir aussi longuement que vous voudrez. Je passe maintenant à mon deuxième invité. Grégory, c'est avec toi. Ta citation, c'est « Nous luttons contre le décrochage scolaire grâce aux valeurs du rugby ». L'association que tu diriges utilise le rugby pour lutter contre le décrochage en inculquant des savoir-faire et des savoir-être. Peux-tu nous expliquer, très concrètement, comment les valeurs du rugby sont transposées pour soutenir l'engagement des jeunes dans leur parcours éducatif? Merci. Bonsoir à tous. D'abord, l'école des 15, elle est née il y a 10 ans. Elle est née parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, des cadres, et parmi vous, il y en a un, Denis Philippon et ses associés, qui se sont dit, au-delà de la réussite d'entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire finalement pour la société, pour mon prochain, pour mon territoire. Et ils venaient de racheter un club de rugby modeste qui s'appelle le Parc à Aix-en-Provence, qu'il a transformé en Provence Rugby. Et puis ils se sont dit avec ses associés, il faudrait faire quelque chose pour tous ces enfants que l'on voit sur le territoire qui ne sont pas nés avec les mêmes chances. On parle souvent d'égalité des chances, elle peut avoir plusieurs facettes. Ce sont des enfants qui sont nés et qui ont un parcours difficile à l'école, pas parce qu'ils sont moins intelligents, pas parce qu'ils sont moins travailleurs, tout simplement parce qu'ils sont victimes de ce qu'on appelle du déterminisme social. Ce sont des parents qui sont dans la grande difficulté, la précarité, parfois l'illettrisme, les addictions, enfin, vous connaissez tous ces parcours de vie difficiles qui font que certains enfants n'avaient pas accès finalement à la même chance sur l'éducation. Et finalement, le choix s'est porté sur la création d'écoles qui pourraient être des leviers de réussite pour réussir au collège.
tout de suite, finalement, c'est le principe d'une promesse à ses enfants, c'est de se dire que si tu n'as pas les mêmes chances à la maison ou dans ton entourage, tu les auras à l'école des 15. Et quoi de mieux pour nous, et on accepte qu'il y ait plein de sports différents, évidemment, Rai m'aurait dit le contraire avec le foot, mais pour nous, le rugby, c'est ce qui véhicule des valeurs d'engagement, de mixité, de dépassement de soi et de respect. Et finalement, Denis Philippon et sa associés ont créé ce concept qui consiste à dire on va aller voir les établissements scolaires et chaque soir, 12 heures par semaine en plus de l'école, des enfants vont venir à l'école des 15 pour faire, sur ces 12 heures par semaine, plus la moitié des vacances scolaires, pendant 4 ans, donc c'est très long, c'est très engageant, c'est même difficile, ils vont y faire 3 choses. Ils vont d'abord travailler leur scolarité, parce qu'on sait très bien que sans diplôme en France, c'est compliqué. On a encore beaucoup de progrès à faire pour reconnaître d'autres valeurs que celui du diplôme, mais il y a une réalité aujourd'hui en France, le diplôme compte. Et donc, il faut que ces enfants puissent accéder à un diplôme, et que donc ils travaillent 6 heures par semaine avec des enseignants de l'école des 15, les mathématiques et le français. Pourquoi ? Parce que ce sont les savoirs fondamentaux. Sur ces 6 heures par semaine, ils vont travailler également 2 heures de ce qu'on appelle l'éducation. C'est aussi bien de la citoyenneté, de la prévention de la délinquance, tout ce qui fait que les enfants vont pouvoir savoir se positionner dans la société d'une manière suffisante pour trouver un stage quelque part, voire une formation, voire pourquoi pas un emploi, pour ceux qui s'orientent sur l'enseignement professionnel. Et surtout, il y a le rugby. On a parlé le sport. Quand on est décrocheur scolaire, tout ce que l'on entend au fur et à mesure de la journée, ou au fur et à mesure des mois, c'est « t'es pas bon, ça sert à rien de lever le doigt, on a honte de lever le doigt, parce que les autres se moquent, on est parfois discriminé, parce qu'on n'est pas bon en sport. Et on a oublié une chose, mais dans les quartiers, parce que nos enfants sont souvent issus des quartiers, sont des quartiers avec beaucoup de communautarisme. On peut dire ce que l'on veut, il y a encore du communautarisme dans les quartiers, et il y a aussi du sexisme. Et chez les filles, souvent, les filles sont mises à l'écart dans les cours de récréation, vous le savez, parce que surcharge pondérale, manque d'adresse sur un sport, etc., etc. Et finalement, on a pris un programme où il y a une mixité de filles et de garçons, et elles vont jouer, les filles et les garçons, contre d'autres filles et les garçons. Et il n'y a que le rugby qui permet ça. Parce qu'au rugby, que vous soyez grand, gros, petit, maigre, peu importe, il y a toujours une place pour vous sur le terrain. Les plus forts, on les met devant, ils deviennent des piliers, et c'est eux qui vont déblayer et qui vont aller chercher le ballon. Et les petits, ou les petites qui sont rapides, mais qui sont très timides, on va les mettre sur les ailes et elles vont marquer des essais. Chacun va devenir une star un peu dans son équipe, chacun va trouver sa place, et chacun va retrouver une confiance en soi. Et c'est là le rugby, c'est là les valeurs du sport pour nous aujourd'hui, c'est retrouver, pour des enfants qui avaient perdu totalement confiance en eux, retrouver une confiance en eux sur le terrain. Et on leur dit, si tu es capable de réussir sur les terrains, tu seras capable de réussir à l'école. Parce que finalement, tu as trouvé ta place, tu t'es émancipé, tu es capable d'écouter les consignes, tu es capable d'écouter ton enseignant, tu es capable d'écouter ton coach. Et finalement, au bout de quelques années, ces enfants ont un super résultat, mais il est dû à trois leviers principaux. J'allais justement te demander les clés de succès, et si tu veux partager quelques résultats concrets. Tout simplement, on n'a pas inventé non plus la révolution. L'école des 15, elle est née sur 3 piliers. Des enfants qui sont là très souvent, 12 heures par semaine, qui sont très encadrés, parce que plus les difficultés sont grandes, plus les moyens doivent être grands. Et donc, on est là pour un encadrement de 1 adulte pour 4 enfants au maximum. Donc des enfants très souvent là, très encadrés, avec des gens très diplômés. Il y a 4 salariés par école des 15, et ce sont tous des éducateurs spécialisés diplômés, des enseignants ou des vrais éducateurs sportifs. Et grâce à ça, on a un formidable taux de réussite, puisqu'on a quasiment 100% d'amélioration du comportement chez les enfants au bout de la 4e année. Et ça, c'est une déclaration de la part des enseignants, une déclaration de la part des parents, et une déclaration de la part de les éducateurs. Et enfin, on a une deuxième grande réussite, c'est 100% d'orientation choisie et non plus subie. Ce sont des enfants qui auront suffisamment maintenu un niveau scolaire pour choisir leur orientation. Ils vont aujourd'hui, on a 600 enfants qui sont sortis des écoles des 15, et il y a 3 mois, un seul recherchait un emploi. Sur ces 600 enfants, on en a qui sont devenus livreurs Amazon, mais qui sont épanouis dans leur vie. On en a qui sont devenus
policiers ou gendarmes, alors qu'ils étaient dans la difficulté presque de la délinquance. On en a qui sont infirmières, d'autres en école de commerce ou voire en école de médecine, alors qu'ils étaient tous décrocheurs scolaires et qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, un radis à la maison pour les aider, pour avoir un parent qui puisse les accompagner ou un enseignant supplémentaire. Et je vais terminer avec un dernier bilan tout simple qui va être criant, c'est que l'année dernière, pour tous ces enfants qui ont passé de CM2 à la fin de 3e à l'école des 15, on a eu quasiment 100% de réussite au brevet. 100% de réussite au brevet, lorsque vous avez 75% de réussite à peine au brevet dans les quartiers prioritaires, c'est une formidable réussite. Et sur ces 100% de réussite au brevet, quasiment 90% sont passés en filière générale. C'est-à-dire qu'ils ont brisé pour eux la malédiction de se dire cette orientation, c'est pas pour moi. La plupart des enfants des quartiers, 28% des enfants des quartiers ne vont pas faire d'études supérieures contre 7% des enfants de cadre. Il y a 100 000 enfants aujourd'hui décrocheurs scolaires chaque année. Et un décrocheur scolaire, l'État a déterminé le coût de 230 000 € pour un décrocheur scolaire à la collectivité. 230 000 €. Le coût nous, l'investissement que l'on fait sur cette jeunesse, c'est 5 000 € par an et par enfant. Donc on voit bien qu'avec 20 000 €, on a réussi également à économiser pour la collectivité 230 000 €. Et je ne vous parle pas aussi des bienfaits entre les relations des parents et les enfants, puisque quand on est parent, qu'on a des enfants qui échouent à l'école, on a des tensions à la maison parce qu'on n'arrive pas à leur faire leurs devoirs, et donc parfois ils traînent dans la rue, etc. Enfin, aujourd'hui, ils rentrent à l'école le soir, il est 19h, ils rentrent à la maison, les devoirs sont faits, ils sont épanouis, et donc la relation avec le parent est beaucoup plus apaisée. Je crois qu'on a une vidéo témoignage d'un de vos bénéficiaires. Ce que j'aime sur Marchapie, c'est les profs, la façon dont ils nous apprennent pour nous faire comprendre la leçon au cours. En classe, on va pas poser forcément les questions aux profs, alors que là, on n'est pas beaucoup en salle et on peut plus travailler avec le prof. À l'école, le prof, il n'a pas le temps genre que pour nous. Parce qu'en classe, on est environ 27, 28. Et il ne peut pas mettre tout son temps que pour nous. Du coup, je vois la différence entre ici et l'école. Moi, le rugby, ça m'a appris plein de choses que je ne savais pas avant. Que des fois, je peux avoir confiance en moi. Pas tout le temps, mais des fois, je pourrais avoir confiance en moi. Quand tu as des moments genre où tu stresses, genre tu as l'angoisse et tout, et ben après, moi, je me suis rappelé des règles au rugby, genre le gainage, on respire quand on a mal au poumon et tout. Donc du coup, ça m'a un peu aidé dans certaines évaluations où je me stressais et tout, donc du coup, je faisais un peu ça. Juste, je respirais et tout. Après, ça m'a aidé, ça m'a soulagé. Les éducateurs, ils nous apportent du soutien, ils nous apportent du réconfort et en fait, c'est comme une famille, mais à l'école des 15. C'est une famille nombreuse. J'ai vu que j'ai fait quelques progrès sur des matières que j'aimais pas à la base. J'ai appris à aimer à l'école des 15. Genre par exemple le français, j'aimais vraiment pas, l'histoire aussi. Je disais que c'était la prof, c'est juste que je comprenais pas en vérité. Pour continuer mes études en tout cas, peut-être me lancer dans être avocat, peut-être. J'aime bien parler, j'aime bien défendre mes propos. Bravo. Je crois que ça vaut tous les discours du monde, c'est le témoignage simplement de ces enfants qui sont épanouis et heureux à la fin de leur scolarité et qui ont du mal à couper le cordon à la fin de la 3e quand ils disent « mais est-ce que je peux quand même revenir ?» On leur dit « non, il faut partir maintenant, c'est l'heure de s'envoler ». Merci beaucoup, merci pour l'école des 15. Je vais passer à toi, David. Tu dis que le sport est un puissant levier de transformation sociale. Est-ce que tu veux nous dire d'où te vient ton engagement? Bon, vous avez vu des extraits du sport des solutions. Moi, je suis pas producteur à la base, j'ai suivi les pas de Michael et j'ai voulu adapter mon dernier livre qui s'appelle Le sport des solutions, qui est en film documentaire. Et ce livre, en fait, est le fruit d'une expérience au sein d'une ONG qui s'appelle Play International, qui s'appelle avant Sport sans frontières, dont j'étais le directeur général pendant une petite dizaine d'années. J'ai toujours baigné dans le secteur de l'impact. Je suis tombé presque par curiosité dans celui de l'impact social par le sport. On pourra en reparler peut-être, il y a un vrai mouvement qui en marche depuis une trentaine d'années.
J'y suis allé un peu par curiosité parce que j'ai toujours été passionné de sport, mais bon, sport de compétition à faible niveau. J'ai toujours été impliqué dans les sujets d'impact, mais j'avais jamais fait la jonction entre les deux. Et quand est venue l'opportunité de rejoindre à l'époque Sport sans frontières, je me suis dit je vais voir si le sport a une légitimité en fait dans ce secteur du développement, dans ce secteur de l'économie sociale. Et ce que j'ai vu sur le terrain m'a ébloui et m'a aussi fait comprendre que quand on parle de sport de manière générale, il faut être assez fin dans l'analyse et voir en fait quelles sont les pratiques sur le terrain. Ray le disait tout à l'heure, c'est pas le sport en général qui a un impact positif, c'est pas un synonyme un sport à impact social, ce sont des éducateurs, ce sont des méthodes en fait qui vont exploiter le sport comme outil. Et donc j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai appris plein de choses et depuis 3 ans, un peu en électron libre, j'ai le plaisir de travailler sur des projets comme ça, mais aussi avec Paris 2024. Alors, tu parlais d'héritage, Mickaël. J'ai eu le bonheur de travailler sur le fonds de dotation qui a quand même investi plus de 50 millions d'euros dans des projets de sport d'impact social. Je travaille beaucoup avec l'Agence française de développement, on en parlait aussi beaucoup, qui a une stratégie sport. Donc on voit que le sport gagne en crédibilité en termes d'impact, mais maintenant il faut aller plus loin et voir ce qui passe vraiment sur le terrain et les différentes manières dont utiliser pour atteindre ce type d'objectif. Tu dis d'ailleurs qu'il ne suffit pas de mettre un terrain et un ballon de foot pour créer des valeurs positives. Non, alors c'est vrai que, bon, je le disais, en termes sport, en fait, il faut déjà se rendre compte que c'est un terme très généraliste, très pratique qu'on utilise beaucoup, mais qui traduit en fait des réalités très très différentes de sport. Est-ce qu'on parle d'EPS? De quel EPS on parle? Est-ce qu'on parle de handisport? Est-ce qu'on parle du sport de compétition? Est-ce qu'on parle de sociosport? Il faut vraiment rentrer dans cette granularité fine pour essayer de comprendre les mécanismes de ce type d'impact. Il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est aussi il y a une littérature scientifique qui existe sur le sujet. Il y a beaucoup de sociologues et d'historiens qui étudient cette question-là depuis une trentaine d'années et il y a un consensus qui revient à dire que les valeurs ne sont pas intrinsèques au sport et que cette transmission sur le terrain n'est pas systématiquement retranscrite après. Donc faut être un réaliste, faut être un idéaliste dans les objectifs, mais un réaliste sur les moyens et être vraiment dans une logique, on en a parlé un peu, mais d'évaluation et de décryptage de ce type de mécanisme. La bonne nouvelle, et on le voit en France, mais aussi à l'international, c'est que depuis une trentaine d'années, il y a un vrai écosystème du sport à impact qui vont considérer le sport non pas comme une finalité à part entière, mais comme un moyen, et qui vont s'approprier cet outil, souvent en y introduisant des composantes non sportives. En fait, l'impact social du sport dépend beaucoup de cette composante non sportive. Et c'est ce que je vais vous montrer dans le film Le sport des solutions, c'est en fait toutes ces méthodes, en fait, toutes ces innovations sociales au travers du sport que le sport permet. Et il y a plein d'exemples, il y a Golden Letra, il y a aussi un exemple que j'aime beaucoup, qu'on voit là, qui s'appelle Ways for Change, une association en Afrique du Sud qui a créé la thérapie par le surf, en travaillant sur du surf avec l'université, des psychologues, et puis c'est de la méditation, c'est des groupes de parole, c'est de l'apprentissage de surf. En fait, c'est ça qui est passionnant, et à mon avis, c'est ça qu'il faut retenir, que le sport, c'est bien plus que le sport, et pour des philanthropes, en fait, on peut aller chercher des innovations sociales dans le domaine de l'éducation, l'inclusion sociale, de l'égalité homme-femme, au travers de pratiques sportives, mais il faut vraiment aller loin dans l'analyse, dans la définition des critères, des indicateurs, pour aller chercher les projets qui ont cette capacité d'impact et cette capacité de répondre à un besoin social très précis. Ce qui fait le lien avec les questions transversales. On revient à notre écosystème de la philanthropie familiale. J'aimerais savoir, à vous trois, comment la philanthropie familiale a pu aider, soutenir vos actions. Qui commence? Mickaël? Ouais, c'est bon, ça marche. Quand on fait de la collecte de fonds pour une association, pour une ONG, on s'adresse évidemment à tous les publics. Donc il y a le secteur public, bien sûr, le secteur privé, les entreprises, les fondations d'entreprises. Puis moi, j'ai découvert il y a quelques années la philanthropie familiale, un esprit de famille, dont on avait parlé, Noémie, Jonathan, on en avait parlé. Et on a d'ailleurs dans la salle des donateurs, des gens qui nous accompagnent, que je remercie. Alors, j'ai pas la liste de tête, mais voilà, c'est effectivement une des sources de financement pour nous. Et puis c'est important parce que pour moi, en fait, ça part bien avant de l'engagement politique ou l'engagement via son entreprise. C'est un engagement personnel. Pour moi, en tout cas, la volonté collective de changer la société. C'est des questions qu'on doit d'abord se poser chez nous, dans notre foyer, dans nos voisinages, dans nos quartiers, et ensuite on peut le mettre en forme à travers des structures qu'on mettra en place. Et donc moi, ça me parle évidemment parce que la première solidarité, elle part de l'individu.
elle est à mon sens, on ne doit pas attendre qu'elle soit organisée collectivement, elle doit partir d'abord de nous. Donc moi je le vois évidemment avec un avis et un œil très, très favorable, très optimiste, et puis au plaisir d'échanger avec vous dans pas longtemps autour d'un verre avec Jonathan et Noémie notamment pour poursuivre ce qu'on faisait déjà et aussi pour vous embarquer parce que vous avez la capacité en tout cas de changer le monde avec nous et nous on a besoin de vous, aussi simplement que ça. David? Quand je travaille plein international, j'ai essayé d'explorer plein de moyens différents de financer. En travaillant avec certains réseaux, je vois Béatrice, donc je pensais au Centre français des fondations notamment, mais jamais avec la philanthropie familiale. Il a fallu attendre que je ne sois plus un porteur de projet pour commencer à travailler avec Rothschild & Co, qui était l'un des partenaires du film. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel, un secteur qui grandit, et moi j'encourage vivement la philanthropie familiale de s'investir sur ces sujets-là, notamment de par le caractère d'innovation sociale qu'il porte et du vivier de solutions qu'il peut apporter. On a découvert la philanthropie familiale il y a quelques temps, et d'abord, c'est une philanthropie qui a le plus de sens. En tout cas, ça c'est un point de vue personnel. Parce que vous avez aujourd'hui cette capacité de décision et d'engagement qui est bien plus forte et bien plus réactive que celle des grands groupes ou que celle d'autres fondations. Ça, c'est mon point de vue personnel, mais c'est aussi l'expérience qui porte. C'est que les liens que l'on tisse avec les fondations familiales durent dans le temps, sont forts et en plus sont appliqués souvent à un territoire sur lequel vous êtes déjà implanté et sur lequel vous voulez avoir un ancrage ou un véritable impact. Donc, pour moi, c'est une formidable source d'inspiration de voir des entrepreneurs qui ont envie, mais qui ne savent pas forcément, de s'engager sur des projets qui leur sont présentés et qui vont porter, qui vont aider, qui vont même parfois coopter avec d'autres porteurs. Donc merci à tous pour votre engagement, parce que je pense qu'on ne fait pas vraiment de mystère tous les trois, de dire que la philanthropie familiale n'en est quasiment qu'à ses débuts pour moi et qu'elle pourra être encore beaucoup plus appliquée. Merci beaucoup. J'avais envie de vous poser une question un peu personnelle. Peut-être que vous n'avez pas encore répondu à cette question dans les médias ou ailleurs, de nous dire quelque chose que le sport vous a apporté dans votre parcours personnel. On a combien de temps? Une minute. Moins d'une minute. Bon, moi, je vais faire comme Rai. On me donne 10 minutes, j'en prends 25. Non, mais pour le coup, moi, ça va porter énormément de choses, mais moi, ça m'a... Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un des piliers qui m'a sauvé la vie. Moi, quand je suis dans mon lit d'hôpital après mon accident, j'y passe quasiment 2 mois à l'IT. Et en fait, on me rapporte des haltères dans mon lit. Et je leur fais, vous croyez que j'ai pas autre chose à foutre que faire de la muscu alors que je viens d'avoir un accident et que je suis en fauteuil roulant, quoi. Je n'étais pas encore dans mon fauteuil, j'étais à l'IT. Et le kiné me fait, tu verras, tu comprendras. Et effectivement, je commence à faire du sport pour me reconstruire parce que mes bras deviennent mes jambes. Mon autonomie va passer par ma capacité à muscler sur le haut du corps pour pouvoir sortir de mon lit, pour pouvoir sortir de cet environnement médicalisé, protégé, découvrir d'où vient ce bruit de la chambre d'à côté, d'où viennent ces odeurs de cantine, comment on y accède. Et en fait, ça a commencé par ça, c'est-à-dire d'abord comme formidable outil d'autonomie. Et donc ça a été essentiel parce que l'autonomie est un des facteurs indispensables pour, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, espérer d'avoir une vie un peu épanouie, un peu libre. Ensuite, ça a été un formidable outil de confiance en soi. Pas la confiance en soi pour faire tout n'importe quoi, juste pour en fait s'accepter, s'assumer, être à nouveau, pourquoi pas, fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, du rapport au corps. Moi, j'avais 18 ans. Puis à 18 ans, le rapport à la séduction, la vie intime, donc ça passe aussi par le corps, et le sport a façonné le corps. Et allez vous aventurer en boîte de nuit à 18 ans et allez traverser la boîte de nuit avec votre Morito. À l'époque, j'allais en jogging, c'est mon frère qui m'a dit qu'il n'y a rien qui justifiait d'y aller en jogging, mais un gym déjà commence par ça, et d'aller draguer alors que vous êtes handicapé. Le fait qu'à un moment, tout ce travail-là, où on n'est pas d'ailleurs très à l'aise qu'on soit handicapé ou pas, mais tout ce travail-là, juste de dire, de toute façon, dans le pire des pires, je risque quoi? Et en fait, moi, c'est le sport qui m'a appris à ça, c'est-à-dire de m'entraîner, d'essayer de performer, de réussir, de rater, de retomber, de me remettre sur mon fauteuil, d'essayer de rebondir. Et donc, ça a été bien plus que m'offrir des médailles, voyager à travers le monde, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais ça a été vraiment, pour moi, là, peut-être un des outils le plus puissants pour me permettre d'accéder au droit, pour être épanoui, et puis ça m'a ouvert toutes les portes. Et je dis bien toutes les portes. Je retiens. Non, tu me couperas pas des as, je fais ma conclusion. Toi, là, s'il y en a bien une qui pourra jamais me couper des as, c'est toi, parce que depuis trop longtemps, puis j'ai trop de dossiers sur toi. Et donc, évidemment. Non, mais c'est-à-dire qu'au-delà de tout ça, moi, ça m'a ouvert un nombre de portes qui fait qu'aujourd'hui, ça m'oblige,
évidemment, à en faire quelque chose. Et donc c'est sûrement l'outil qui, moi, m'a permis le plus de transformer, évidemment, ma vie et puis celle du plus grand nombre. Accès au droit, autonomie, confiance en soi. Entre autres choses, ouais. Très bon résumé. Grégory? J'ai pas le parcours aussi difficile que tu as 30 eu. secondes par contre, parce que j'ai été bandé. On a tous des parcours de vie difficiles ou plus ou moins faciles. Moi, le sport m'a apporté tout simplement l'opposé de la solitude. J'ai été un enfant qui était trimballé un peu à gauche, à droite. Ça peut arriver, des parcours de vie difficiles avec ses parents. Et le sport, ça a été pour moi effectivement l'évidence de faire un sport collectif. Alors ça a été aussi bien le rugby que le foot, mais c'est celui qui m'a sorti au jour de la solitude et qui m'a permis de m'épanouir, parce que sinon je restais enfermé, j'étais... pour plein de raisons, je ne pouvais pas sortir, et que la camaraderie, la confiance en soi que vous apprenez sur le terrain, ça a été finalement ce qui m'a déterminé plus tard à m'engager sur d'autres terrains et à acquérir justement cette volonté de dire, ne reste pas dans ta zone de confort, va plus loin, et quand vous y arrivez, vous faites un pas après l'autre, et le sport c'est ça, un pas après l'autre, progresser après progrès, et vous y arrivez, et finalement vous êtes content. Camaraderie, sortie de l'isolement. Et pour David? J'ai combien de temps, Michael? Plus que 15 secondes. Plus que 15 secondes, là. Non, je vais essayer d'être très précis et partager une anecdote. C'est pas le sport qui a changé ma vie, mais un jour, la décision de pratiquer du sport a sans doute fait évoluer mon parcours de vie. Le 17 mars 2018, un matin, je décide d'aller courir à jeun. Ça m'arrive jamais. J'avais plus couru depuis 6 mois. Et à peu près 5 minutes après avoir démarré cette course, j'ai un mal de tête énorme et je m'effondre en fait. Il y a un autre coureur qui arrive en face. J'ai du bol, ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, je le prends jamais pour courir. Ils appellent les pompiers, j'arrive à Ambry-Mont-d'Or. Et je savais pas à l'époque, mais voilà, j'avais fait une rupture d'anévrisme et une hémorragie cérébrale. Et je sais très bien que si j'avais fait ça chez moi, ma femme m'a dit, tu fais pas chier, tu prends un cachet, tu vas te recoucher. Et c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Et voilà, là, ce jour-là, je suis passé complètement entre les gouttes. Et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là d'aller faire un footing, mais c'était une bonne idée. Le sport pour sauver la vie. On va finir sur cette dernière question de l'héritage des Jeux. À votre avis, quels sont les enjeux maintenant que Paris 2024 est terminé? Michael, on commence par toi. En fait, on parle beaucoup quand on se pose la question, est-ce que la France est une nation de sport, une nation sportive? Le jour où on donnera ses lettres de noblesse au sport, on pourra dire c'est pas notre capacité à organiser des événements sportifs ou avoir des grands champions. Pour moi, c'est pas ça. C'est le jour où le sport, l'activité physique, sera valorisé. Et donc pour ça, un des héritages, si on parle de sport, et là d'héritage concret à court terme des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est l'accès à la pratique du sport pour tous. Aujourd'hui, une personne handicapée doit faire en moyenne 50 km pour trouver une association sportive qui puisse l'accueillir, qui soit accessible, qui ait des éducateurs formés ou du matériel disponible. 50 km. Donc autant vous dire que pour cette raison-là, la plupart des personnes handicapées ne font pas de sport. La conséquence, elles sont isolées. Le sport, c'est un formidable outil pour créer du lien social. C'est un réducteur d'inégalités, puis surtout, c'est un enjeu de santé publique. On a, grâce à l'évolution de la médecine, la capacité, et c'est tant mieux, de vivre maintenant de plus en plus longtemps, et pour certaines pathologies, de vivre aussi longtemps que si on n'avait pas eu ces accidents-là. Dans le film We Are People, ce qu'on vous montre comme image, moi, après la Seconde Guerre mondiale, j'avais une espérance de vie de 6 semaines. 70 ans, 80 ans plus tard, on est arrivé à un stade où on peut vivre aussi longtemps que vous. Mais c'est bien de vivre, mais nous on veut pas survivre, on veut vivre. Et donc le sport, c'est un outil qui va nous permettre de mieux et bien vieillir. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, on ne s'y attache pas, justement, à ces questions-là. Parce qu'on est encore considérés comme des objets de soins, donc on va s'occuper de l'urgent. Mais en fait, nous, on veut pas survivre. On veut vivre et jouir de ce que la société va offrir. Donc ça, c'est un héritage concret. Après, c'est un truc plus global, c'est la question de l'accès au droit. Que tout ce qui existe déjà, toutes les lois qui ont été votées soient appliquées, notamment la loi de 2005, de manière beaucoup plus rigoureuse. Et puis ensuite, qu'il n'y ait pas une décision, qu'il n'y ait pas une réflexion qui soit faite ou pensée sans avoir mis dans la boucle l'intégralité de la société, dont évidemment les personnes handicapées qui sont en France, plus de 12 millions aujourd'hui. Merci beaucoup. David.
Voilà, ça c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc je vais faire très court sur l'héritage officiel, on va dire, parce qu'il y a plein de dispositifs qui ont été lancés. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est la dynamique qui a prévalu, qui a existé dès la phase de candidature. Et moi, je crois beaucoup à l'héritage indirect, informel, celui des fondations, des entreprises qui ont vu que le sport a une légitimité en termes d'impact social et qui vont investir sur le sujet. Et je pense qu'il faut des initiatives individuelles. Moi, je compte faire ma part des choses, puisque le sport des solutions, qui était un livre, qui est devenu un film, va devenir dans les mois qui viennent un institut. Il manque dans le secteur une organisation qui soit en capacité d'identifier, décrypter, analyser les solutions, les faire rayonner le plus largement possible, de faire le pont entre le terrain et la science, de faire le pont entre la France et l'international, de faire le lien entre le fond et la forme. Donc ça, je reprends mon bateau de pèlerin, parce que je reprends une casquette de porteur de projet, mais c'est une initiative qui sera in fine le fruit à la fois de Paris 2024, parce que je pense que les partenaires du film ne seraient pas venus s'il n'y avait pas cette caisse de résonance, mais aussi celui de l'investissement de fondations et de philanthropes qui vont poursuivre sur cette lancée. On va terminer avec Grégory. Un peu plus engagé. Sur cet héritage, j'aimerais que... On a toujours traversé les Jeux Olympiques dans tous les pays, et finalement on a toujours vu qu'on avait des sportifs de haut niveau accomplis et qu'on réussissait dans le sport. Par contre, ça faisait de très nombreuses décennies qu'on n'avait jamais eu un peuple français aussi réuni et qui a prouvé qu'en plein marasme actuel et social que l'on connaît, qu'on pouvait réussir. Et qu'on a souvent une fâcheuse tendance à oublier les erreurs du passé et les réussites du passé. Et j'espère que les réussites que l'on a fait pendant ces Jeux Olympiques vont pouvoir perdurer au-delà de tout ce que l'on voit dans l'actualité, et que les valeurs qui ont été portées par l'Olympisme et par les Français qui ont fait que cet événement a réussi, qui ont fait que les entrepreneurs ont vu que cet événement réussisse, puissent perdurer et amener un peu de sérénité, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse en a besoin et le monde sportif en a aussi besoin. Voilà.